Mesdames et messieurs, chers collègues, cher Stéphane Malat, d'abord, bonne année à vous tous. Un collègue biologiste, à moins qu'il ne fût philosophe, avait coutume de plaisanter sur le thème « Mon cerveau, c'est peut-être ce que je pense, mais moi, je ne sais pas ce que pense mon cerveau ». Peut-être en est-il ainsi des machines, puisque nous avons cessé de nous demander si elles pensent, cela va de soi, pour nous interroger sur la façon dont elles s'y prennent. Cette allusion, on l'aura compris, à l'article de Turing, publié dans la revue Mind en 1950, pose évidemment la question des différences, s'il en est, entre les stratégies d'apprentissage du cerveau animal, humain, dans le cas du test de Turing, et les algorithmes mis en œuvre par les réseaux de neurones des machines qui apprennent. Au bénéfice de l'analyse des millions de données générées dans tous les domaines, finance, génétique, imagerie, économie, physique, sociologie, la liste est ouverte. Votre discipline, cher Stéphane Malat, relève donc des mathématiques les plus pointues, puisqu'il faut entrer dans la boîte noire pour comprendre ce qui s'y joue mathématiquement et échapper ainsi à l'empirisme. Mais en même temps, elle s'ouvre à une multitude d'autres disciplines, traçant entre elles un lien dans l'espace de la théorie, peut-être même avec l'ambition, à peine cachée, de leur fournir une théorie. Avant de passer la parole à Gérard Berry, qui a porté votre candidature, permettez-moi de revenir au Turing de l'article de la revue Mind, « Les machines pensent-elles » pour évoquer la proposition étonnante qu'on y trouve de fabriquer des machines qui, par analogie avec le cerveau d'un enfant, sont dotées d'un programme enfant, héréditaire, et d'un processus d'éducation dans lequel le jugement de l'expérimentateur remplace la sélection. Turing risque le nom de Darwin. Alors, pourquoi ne pas rêver, sur les traces du mathématicien, philosophe et biologiste britannique, à une morphogenèse adaptative des réseaux de neurones qui permettrait de comparer les stratégies d'apprentissage du naturel et de l'artificiel. Et à travers cette comparaison, découvrir peut-être à terme qu'elles sont moins séparées qu'il n'y paraît aujourd'hui, au plus grand bénéfice des neurosciences et des sciences de l'information. Sans aller si loin, ni si vite, nous en sommes en tout cas convaincus, cher Stéphane Malat, votre présence au Collège de France permettra de renforcer encore plus l'esprit interdisciplinaire qui en est un marqueur essentiel. Soyez le bienvenu. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'accueillir Stéphane Malat sur la nouvelle chaire Sciences des données. Son arrivée va compléter et enrichir l'enseignement et la recherche du Collège de France en sciences de l'information, dans un domaine d'actualité immédiate, mais qui n'est pas près de s'éteindre, celui de l'apprentissage automatique à partir des grandes masses de données dont nous disposons désormais. Polytechnicien et ingénieur de télécommunications, Stéphane Malat a passé sa thèse en 1988 au MIT en traitement du signal, le grand sujet de la science des données à l'époque qui est toujours autant d'actualité. Il a ensuite rejoint le Courant Institute à New York comme professeur associé jusqu'en 1996. Il est alors revenu en France en tant que professeur de mathématiques appliquées à l'école polytechnique, en même temps qu'il fondait et dirigeait la start-up Let It Wave, dédiée au design de circuits novateurs de traitement du signal pour la vidéo haute définition. En 2012, il a été recruté comme professeur au département d'informatique de l'École normale supérieure, tout près, avant de rejoindre maintenant le collège. Il est membre de l'Académie des sciences depuis 2014. Il a reçu de nombreux prix internationaux et est titulaire d'une prestigieuse ERC senior. Stéphane Malat est depuis longtemps un acteur majeur de la science des données. En particulier, son travail sur l'analyse par ondelettes de signaux de tout type, son, images, enregistrements médicaux, mesures physiques, etc., fait autorité. Les ondelettes, introduites au milieu du siècle précédent, affinent, enfin progressivement, c'est un peu plus compliqué, affinent considérablement la transformée de Fourier, phare historique du domaine, qui travaille en temps fréquence et les ondelettes en temps échelle. Elles ont été systématisées par Yves Meyer et Stéphane Malat, et Yves Meyer a eu l'année dernière, oui, je crois, le prestigieux prix Abel, très grand prix des mathématiques, qui n'est pas soumis à les limites d'âge comme la médaille Fields. Et Yves vient de me dire que sans Stéphane, ça n'aurait pas existé. Mais il a fait des tas d'autres choses aussi. Stéphane Malat a aussi joué un rôle fondamental dans le développement théorique des ondes LED et leur mise en algorithme dans de nombreux domaines de l'imagerie ou du signal. Je ne suis pas un fan du classement des chercheurs par les publications et les citations, loin de là, mais celles de Malat sont stratosphériques. Et son livre « Wavelet Tour of Signal Processing » est une référence mondiale. Le sujet qui sera abordé dans la chaire est différent. C'est celui du traitement de données massives de tout type à l'aide des techniques d'apprentissage dont on parle maintenant partout, de façon plus ou moins compétente d'ailleurs.
Le traitement de données n'est bien sûr pas un domaine nouveau au Collège de France. Il a déjà été représenté par Serge Deboul, qui est ici, Abitboul, qui est ici, qu'il a enseigné en 2011-2012 sur la chaîne Informatique et Sciences numériques construite en collaboration avec l'INRIA, sur laquelle Claire Mathieu nous régale en ce moment de ses superbes algorithmes aléatoires. Mais le domaine de l'apprentissage est assez différent. Il est maintenant dominé par les techniques d'apprentissage profond ou deep learning que nous a présenté en 2015-2016 sur cette même chaire INRIA à Yann Lequin, directeur du laboratoire d'intelligence de Facebook, d'intelligence artificielle de Facebook, et inventeur de ces techniques avec Jeff Hinton et Joshua Bengio. Stéphane Mala avait d'ailleurs fait une très remarquable séminaire dans ce cours, et Eric Horvitz, directeur du laboratoire de recherche de Microsoft, nous parlera ici même le 7 février d'autres aspects plus sociaux de l'évolution possible vers des formes d'intelligence artificielle. Si les algorithmes d'apprentissage profond datent de 25 ans, leur explosion actuelle vient de la conjonction de deux facteurs récents. L'extraordinaire volume de données maintenant disponibles à cause d'Internet et aussi des appareils scientifiques ou médicaux, et l'augmentation considérable des puissances de calcul grâce au fameux GPU, processeur parallèle destiné initialement aux graphiques et aux jeux. Ce changement d'échelle a produit les effets que nous constatons dans des domaines aussi variés que la reconnaissance de la parole, la traduction des langues et l'étude du génome ou celle des galaxies. Vous pourrez en voir aussi des effets remarquables dans le colloque sur l'imagerie médicale et l'apprentissage que nous organisons sur ma chaire le 2 mai prochain. Mais ne nous laissons pas serrer par la force des mots, et en particulier par celle du mot profond. Ce qui est profond est le réseau de neurones artificiels actuellement utilisé, avec ses beaucoup de couches et millions de coefficients, pas la connaissance obtenue au sens littéraire du mot profond. Le point central que veut étudier Stéphane résulte d'une observation surprenante du genre de celle que les chercheurs adorent, car elles peuvent demander un travail très long et très profond. On ne sait pas vraiment comment fonctionnent ces réseaux, c'est-à-dire dans le vocabulaire qu'il va employer, pourquoi il semble si bien trouver des formes simples pour les donner dans des espaces de dimensions gigantesques. Il n'est pas tellement fréquent d'être débordé à ce point par ses propres créations. Mais ce n'est pas qu'un problème mathématique. Une conséquence pratique est que les réseaux ne savent pas expliquer pourquoi ils atteignent leurs conclusions, ce qui pose des problèmes évidents pour le diagnostic en cas de problème dans une voiture automatique ou de détection d'une tumeur dans une radio ou une IRM. Mais je dirai rien de plus sur ces questions fascinantes, puisque personne n'est mieux placé que lui pour en parler. Merci. Monsieur l'administrateur, chers collègues et amis, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous remercier, chers Alain et Gérard, pour votre accueil et votre introduction chaleureuse, ainsi que Pierre-Louis Lyons et Antoine Georges qui ont porté la création de cette chaire. Alors c'est pour moi véritablement un grand honneur et un plaisir de venir vous raconter ici l'émergence impressionnante, effectivement, de ces sciences des données, ainsi que les très nombreuses questions ouvertes qu'elles apportent. Comme vous vous en doutez, cette discipline, bien qu'il y ait beaucoup de liens avec ce qui a été exposé jusqu'à maintenant, elle n'est pas l'héritière d'une longue histoire au Collège de France, et pourtant, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'elle s'inscrit véritablement au cœur des problématiques qui ont été discutées ici depuis de nombreux siècles. Alors pourquoi? Au départ, parce que cette science des données, son objectif, eh bien, c'est tout simplement d'extraire de la connaissance de données empiriques. Et ça, évidemment, cette question, elle est au cœur de toutes les sciences, que ce soit de l'égyptologie, que ce soit de la biologie, de la physique, de l'anthropologie. La grosse différence, c'est que chacune des sciences arrive avec leurs propres données et leurs propres questions qui vont à chaque fois être fondamentalement différentes. Alors le point de vue des mathématiques et de l'informatique sur ce sujet est générique. Le but ici, c'est de comprendre ce qui est en commun à travers toutes ces questions et toutes ces données dans cette démarche même d'extraction de connaissances. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas fondamentalement différent d'une approche philosophique qui va essayer de définir la notion de connaissance, mais ici, le but de comprendre, c'est de pouvoir implémenter ceci sous forme d'algorithmes, c'est-à-dire de séquences d'instructions qui vont pouvoir être programmées sur un ordinateur. Alors, la grosse nouveauté qui a été mentionnée par Gérard, c'est le fait qu'il y a eu une explosion, littéralement, au cours des dernières années, des masses de données acquises, que ce soit des images, des sons, toutes sortes de données physiques, voire transmises par Internet, une augmentation prodigieuse de la vitesse de calcul des ordinateurs et des nouveaux algorithmes qui ont donné des résultats tout à fait impressionnants.
Alors quand je dis impressionnant, je veux dire par là qu'il y a 10 ans, jamais je ne me serais douté, tout comme la plupart de mes collègues, que 10 ans plus tard, il y aurait des algorithmes capables de reconnaître des images, dans certains cas aussi efficacement que l'œil humain, ou de comprendre la parole. Un témoignage typiquement de cette évolution, c'est tout simplement votre téléphone portable qui est capable de vous reconnaître, qui est capable de comprendre ce que vous lui dites, de répondre à des questions, voire de vous conseiller votre prochain menu pour votre dîner. Il ne faut pas oublier qu'il y a 5 ans, un téléphone portable, ça servait tout simplement à téléphoner. Donc on est dans une évolution extraordinairement rapide et impressionnante. Et l'intitulé de cette chaire « Sciences des données » au pluriel est au pluriel parce que ce domaine, effectivement, c'est une auberge espagnole. C'est une auberge espagnole où on trouve les mathématiques au premier rang desquelles les statistiques, bien sûr l'informatique avec tous ses aspects liés à l'intelligence artificielle, le traitement du signal, mais comme je le disais à nouveau, toutes les sciences qui viennent avec leurs propres questions, leurs propres données. Et la position des mathématiques, et en particulier des mathématiques appliquées ici, c'est d'une certaine façon d'apporter un langage commun à travers cette démarche qui est un aller-retour constant entre les mathématiques et les applications. Et ce qu'on observe dans cette démarche, c'est que la créativité, elle vient de tous les côtés, pas simplement des maths ou des applications, c'est dans cette interférence, et c'est ça que j'aimerais aussi un peu vous montrer à travers cet exposé. Alors, je le disais, le but est véritablement générique, d'essayer de comprendre la nature des données, donc on peut considérer n'importe quel type de données. Ça peut être des enregistrements audio, comme ici, des images bidimensionnelles ou tridimensionnelles, ça peut être des textes avec un nombre considérable de caractères, ça peut être des échanges sur des réseaux sociaux, voire quelques grammes de matière avec les distributions de tous les atomes. Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun dans toutes ces données? C'est le fait que chacune de ces données sont représentées par un nombre considérable de variables. Si vous prenez un enregistrement audio, sur une minute, vous avez de l'ordre de 1 million d'échantillons. Une image aura typiquement plusieurs millions de pixels. Un texte, dans un livre, de l'ordre de quelques millions aussi de caractères. Des réseaux sociaux, ça sera plutôt de l'ordre du milliard. Et à ce jeu-là, c'est vraiment la physique qui gagne, parce que dans un gramme de matière, eh bien, vous avez des trilliards d'atomes. Donc, c'est des chiffres qui sont complètement considérables si vous voulez décrire ce type de données. Alors, le type de questions qu'on va se poser en sciences des données sont de deux ordres. D'un côté, d'essayer de modéliser les données, c'est-à-dire comprendre leur nature et leur variabilité, et les applications de ce type de modélisation, en particulier, ce sera la compression pour pouvoir stocker sur moins de mémoire ou transmettre plus efficacement, mais aussi d'être capable de restaurer des données à partir de mesures dégradées en utilisant l'information a priori que vous avez du modèle, ou faire des synthèses de nouvelles données. Mais l'explosion de ce domaine, elle vient véritablement des capacités de prédiction qui ont été développées au cours des 10 dernières années. Prédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'estimer la réponse à une question à partir des données. Et comme je le disais, la nature des questions peut être extraordinairement diverse. Il peut s'agir de reconnaître des objets, des structures dans des images, dans des sons, de faire des diagnostics médicaux à partir de données génétiques, épigénétiques ou des examens biologiques. Il peut s'agir d'analyser des textes, reconnaître par exemple l'auteur, ou de faire la traduction, de prédire de la physique, etc. Et le domaine en sous-jacent, c'est tout ce domaine d'apprentissage statistique dont je vous parlerai aujourd'hui, et c'est vraiment lui qui est à l'origine du renouveau de l'intelligence artificielle dont on parle tous les jours en ce moment. Alors, ce que je voudrais commencer par faire, c'est vous donner une idée de qu'est-ce que c'est qu'un algorithme en apprentissage. Donc, le but ici, c'est d'estimer une réponse. La réponse, je l'appellerai Y, à partir des données, et les données, je les appellerai X. Donc, par exemple, vous avez une image, ça c'est la donnée X, la question c'est quel est cet animal, et la réponse c'est un chien, Y. Ce que vous aimeriez, c'est avoir un algorithme, et la particularité de cet algorithme, c'est qu'il inclut un grand nombre de paramètres qui ne sont pas fixés à l'avance. Et le but, c'est que cet algorithme, à partir de la donnée X, vous donne une bonne estimation de la réponse. Alors, les paramètres de cet algorithme vont être configurés lors d'une phase d'apprentissage.
Cette phase d'apprentissage, elle utilise des exemples. Et le but, c'est d'ajuster les paramètres ici de façon à ce que pour les exemples qui sont connus, eh bien pour les données, l'algorithme vous sorte la bonne réponse. D'accord? Donc, on veut avoir très peu d'erreurs sur les exemples. Et l'enjeu, évidemment, de tout ça, c'est d'être capable de généraliser. C'est-à-dire, il faut que l'algorithme soit capable ensuite, sur des données qu'il n'a jamais rencontrées, ici X, qu'il soit capable de prédire la réponse avec une bonne précision. Devant ce problème, vous avez un peu deux approches. D'un côté, une approche mathématique qui va consister à essayer de comprendre les conditions dans lesquelles il est effectivement possible ou pas de généraliser. Et de l'autre côté, une approche un peu plus expérimentale informatique qui va consister à développer des algorithmes efficaces pour résoudre ce problème. Il est évident que ces deux approches sont en interaction constante, et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en ce moment, eh bien, l'informatique a une avance considérable, c'est-à-dire qu'il y a des algorithmes remarquablement efficaces qu'on comprend très mal d'un point de vue mathématique, ce qui veut dire que c'est une très belle opportunité pour les maths. Alors, ce mystère de la généralisation, en fait, il est très naturel. Pourquoi est-ce qu'on est capable de généraliser? Parce qu'il y a une forme de régularité dans le problème qui est connue a priori, qui va nous permettre, à partir de quelques exemples qu'on connaît, d'extrapoler sur tous ces exemples qu'on ne connaît pas. Et alors, pour rendre ça un peu plus concret, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez de l'eau dans un récipient, et l'eau peut être sous trois formes possibles, de la glace, liquide ou vapeur. Et ce que vous allez mesurer, ça va être vos données, c'est deux variables, la température et la pression à l'intérieur du récipient. D'accord? Donc, une donnée ici va être représentée par un point dans un plan, parce que vous avez deux variables. Et là, en l'occurrence, la température est entre 0 et 100, donc ça a toutes les chances d'être de l'eau en vert. Maintenant, vous allez faire plein d'expériences, et chaque expérience va vous donner un exemple pour lequel vous allez avoir une certaine température et pression. Et ici, bien, la température est grande, vous avez de la vapeur, ici de la glace, et puis au milieu, vous avez de l'eau sous forme liquide. Maintenant, vous avez un nouveau point X, pression, température, et on vous demande qu'est-ce que c'est, liquide, glace ou pas. Eh bien, pour répondre à cette question, ce qu'il va essentiellement falloir faire, c'est trouver la frontière entre les différents domaines, que ce soit liquide, vapeur ou glace. Et par exemple, une réponse, ça pourrait être celle-là, auquel cas, ce point, ce serait prédit comme étant de la vapeur. Et on sent bien qu'elle n'est pas très raisonnable, cette réponse. Elle n'est pas très raisonnable parce que la physique sous-jacente, elle doit être régulière, et donc le type de prédiction sur la frontière qu'on imagine plutôt serait plutôt celle-là. D'accord? À quelles conditions est-ce qu'effectivement on va commettre peu d'erreurs? Autrement dit, à quelles conditions est-ce qu'effectivement on va généraliser? On va généraliser si effectivement la vraie frontière physique est régulière. Si elle est régulière, qu'on l'a approximée par une courbe régulière et qu'on a suffisamment d'exemples, donc de points pour déterminer la frontière, on devrait avoir une bonne prédiction. D'accord? Eh bien, un algorithme, c'est exactement ce qu'il va faire. Un algorithme, il va partir donc des exemples, et l'algorithme le plus simple que vous puissiez imaginer, il va stupidement stocker, mémoriser tous les exemples, et puis lorsque vous avez un point X, il va aller tout simplement chercher le voisin le plus proche, donc les conditions de pression et température les plus proches, et il va dire, bah là, comme le voisin le plus proche c'est liquide, ici ça va être du liquide. Si vous faites ça en tout point, eh bien, de fait, vous allez tracer des frontières. Donc ça, c'est le plus proche voisin. Vous faites ça en tout point, vous allez obtenir des frontières. Et ces frontières, à quelles conditions est-ce qu'elles vont généraliser? Eh bien, elles vont généraliser si les vraies frontières physiques sont effectivement régulières, et donc on a toujours ce critère de régularité derrière. Donc finalement, le problème, il n'est pas très compliqué, en tout cas en apparence. Pourquoi est-ce qu'en fait, il est horriblement compliqué? Il est horriblement compliqué parce que les données, elles ne sont pas spécifiées par deux variables. Elles sont spécifiées par un très grand nombre de variables. Et je vais assez systématiquement vous prendre des exemples d'images parce que c'est plus intuitif. Si vous prenez une image, eh bien, il y a 1000 par 1000 pixels, donc 1 million de variables. Qu'est-ce que c'est que ces variables? Eh bien, ces variables, elles représentent en chaque point l'intensité lumineuse. D'accord? 0, ça veut dire que le point est noir, et 1, ça veut dire que le point est blanc. Donc, une donnée comme ça, vous pouvez la voir comme un point dans un espace, mais qui, cette fois-ci, a 1 million de coordonnées. Alors, comme je ne peux pas dessiner en 1 million de coordonnées, je vous le dessine en dimension 3. D'accord? Et sur cette donnée,
eh bien, on va pouvoir maintenant éventuellement poser des questions. Par exemple, quel est cet animal? La réponse peut être, disons, un chien ou un chat. Deux possibilités. Alors, pour apprendre, on va faire pareil. On prend des exemples de chats. Chaque image de chat, c'est maintenant un point dans cet énorme espace. Vous en avez 3 comme ça. Vous avez vos exemples de chiens, 3 points, et puis vous pouvez vous dire, je vais prendre le plus proche. Eh bien, ça ne va absolument pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que vous n'avez aucun point proche. Pour que 2 images soient proches, il faudrait que les pixels soient quasiment les mêmes. Alors, vous voyez bien, ces images, elles ne sont pas du tout proches. Pourquoi est-ce que vous n'avez aucune chance d'avoir une image proche? Tout simplement parce que, imaginez que vous vouliez avoir une image à une distance, disons dans ce cube de largeur 1 dixième. Ben, il faudrait que chaque fois que vous bougez de 1 dixième sur un pixel, eh bien, vous ayez un nouvel exemple. Donc, il va vous falloir 10 exemples, fois 10, autant que le nombre de dimensions, donc 10 à la puissance d, et 10 à la puissance d, si vous prenez d égale 100, c'est déjà plus que le nombre d'atomes de l'univers. Nombre complètement dingue, et en plus, la dimension, ça ne va pas être 100, ça va être plutôt 1 million. Donc ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on est en grande dimension, l'espace il est énorme, et les exemples, c'est des points qui sont complètement répartis, un peu comme les étoiles dans le ciel. Personne ne va être proche de vous si vous avez un exemple. Alors comment est-ce qu'on peut quand même essayer de s'en sortir? Pour pouvoir s'en sortir, il faut qu'il existe une forme de régularité beaucoup plus forte, qui permettent d'extrapoler depuis ces exemples complètement dispersés sur l'exemple qui vous intéresse particulièrement. Alors, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de se dire, oui, mais après tout, les données, il y a certes 1 million de variables, mais si ça se trouve, il y a besoin de beaucoup moins de paramètres pour les caractériser. Donc, d'essayer de réduire la dimension des données. Si on prend l'exemple d'une image comme ça, on observe qu'effectivement, si je prends un pixel de l'image et puis un point juste à côté, les pixels sont quasiment les mêmes. Donc c'est un peu stupide d'enregistrer les pixels les uns après les autres. On devrait pouvoir réduire la dimension. Autrement dit, utiliser la régularité des données elles-mêmes. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire ce genre de choses en maths, en traitement du signal? L'idée, c'est de prendre ces données qui ont beaucoup de variables et de changer la représentation, autrement dit, de trouver une nouvelle représentation qui va être très parcimonieuse. Parcimonieuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des variables vont être quasiment nulles. Vous allez avoir juste quelques variables non nulles qui est indicateur que, finalement, il y a quelque chose d'informatif qui a bougé dans vos données. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire ça et effectivement résoudre ce problème en réduisant la dimension? Alors, quand on a des données extraordinairement complexes, il y a un premier principe qui apparaît, et ça apparaît un peu partout en sciences, c'est de commencer par séparer les échelles. Si vous considérez la physique, eh bien, typiquement, on étudie séparément la physique au niveau particulaire, atomique, moléculaire, macroscopique, au niveau géosciences et au niveau éventuellement des galaxies. Donc, ce sont des disciplines différentes parce que ce sont des phénomènes, certes, qui interagissent, mais pas trop. Eh bien, c'est le même genre de choses qu'on va faire de façon générale. Quand vous avez une image, il y a des structures de fine échelle, grande échelle, et la première chose que vous avez envie de faire, c'est de séparer les échelles. Ça a été effectivement, comme Gérard l'a mentionné, le centre de toute cette recherche dans les années 80-90 pour essayer de comprendre quel est le concept qui va permettre de faire cette séparation. Et en l'occurrence, l'idée centrale, c'est de dire que la séparation, ça va consister à extraire des composantes. Ces composantes, c'est ce qu'on appelle des ondelettes, des petites oscillations, qui, dans le cas d'une image, va vous mesurer la variation locale. Alors, si vous êtes à une échelle très fine, voilà une ondelette qui varie très vite, et puis à une échelle plus grande, elle va correspondre à des structures un peu plus larges, et des échelles encore plus grandes, des structures encore plus larges, éventuellement dans différentes directions. Si vous prenez votre image et vous la projetez sur ces ondelettes, ce que vous allez extraire, c'est des cartes de variation à très fine échelle. Ce que vous voyez, c'est que la plupart des variations sont nulles parce que l'image est très régulière, sauf près des contours, et puis aux différentes échelles. Alors, un résultat tout à fait spectaculaire qui a été obtenu par Yves Meyer en 1986, c'est le fait qu'on puisse construire des bases orthogonales avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image d'origine peut être reconstruite à partir de ces cartes de variation, mais qu'en plus, ces cartes de variation sont totalement non corrélées les unes avec les autres. Alors, je précise 1986 parce qu'il se trouve qu'effectivement, c'était la date où moi-même, j'ai commencé à faire ma thèse
aux États-Unis, et à l'époque, j'étudiais un problème qui est un peu relié, mais sur des algorithmes de traitement d'image qui consiste à comprendre comment est-ce qu'on peut réduire la résolution d'une image progressivement. Donc comment est-ce que les gens font ça en traitement d'image? Eh bien, ils prennent une image et ils font ce qu'on appelle un filtre, c'est-à-dire que localement, on va moyenner les valeurs de l'image pour construire une nouvelle image. Et puis ensuite, on la refiltre pour obtenir une image à une résolution plus basse, etc. Il se trouve que par hasard, j'avais effectivement récupéré l'article d'Yves Meyer, et quand on a les deux idées en main, on voit immédiatement la correspondance. Qu'est-ce que sont ces coefficients d'ondelette? On peut les voir comme en fait l'information qui a disparu entre la grande image et l'image de plus petite résolution. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'en fait, toute cette structure d'ondelette, on peut la voir sous forme hiérarchique, c'est-à-dire qu'on peut calculer tous ces coefficients progressivement avec un arbre de calcul hiérarchique et tout est concentré dans ces notions de filtre. Alors pourquoi est-ce que cette remarque a une utilité? D'abord parce qu'on va pouvoir calculer beaucoup plus vite. Deuxièmement, parce que, comme on l'a montré en collaboration avec Yves Meyer, ces filtres caractérisent absolument toute la structure de ces bases orthogonales qui au départ paraissaient miraculeuses. Mais il y a une chose que vous allez voir, c'est qu'en fait, ce sont ces filtres qui capturent l'information importante pour aller d'une échelle à l'autre, et ce sont ces filtres qu'on va rencontrer dans tous ces réseaux de neurones profonds, bien que ce soit une version beaucoup plus générale. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de choses? Eh bien, une fois qu'on a construit une représentation qui est parcimonieuse ici, d'abord, le fait que la représentation soit parcimonieuse, ça indique une forme de régularité qu'on a pu capturer sur les données, mais on peut développer toutes sortes d'applications. Par exemple, faire de la compression d'image. Donc, si vous prenez ces coefficients qui sont presque nuls, vous pouvez les comprimer et le standard, JPEG 2000 par exemple, obtient la capacité de restaurer une image pratiquement de même qualité que celle-ci avec une compression d'un facteur environ 40. On peut faire d'autres choses. Par exemple, si vous voulez restaurer ou débruiter des images sur lesquelles vous avez une information très partielle. Ici, vous avez de l'ordre de 20% des données. Pourquoi est-ce qu'on peut potentiellement restaurer toute l'image? Parce qu'on a cette information a priori qui nous dit que cette image est régulière et a une représentation donc qui est parcimonieuse en ondelettes. Donc avec ces coefficients, ça devrait être suffisant pour identifier ces coefficients non nuls et donc restaurer l'image. Effectivement, c'est possible. Et donc ce qu'on a fait en quelque sorte, c'est qu'on a extrapolé l'information grâce à la régularité sous-jacente. Donc tout ça est très bien, sauf que le but au départ, c'était de faire de la classification. Et là, c'est un échec. Pourquoi c'est un échec? Parce qu'on est parti d'1 million de variables, on les a peut-être réduits par un facteur 40, mais on se retrouve avec des dizaines de milliers de variables, et on est en plein dans la malédiction de la dimensionnalité, donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc il va falloir revenir à cette idée de départ, qui était de dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on est capable de généraliser? Parce qu'il y a une forme de régularité des frontières entre les réponses. Et ça, c'est le principe de base qui est utilisé en classification et comment est-ce qu'il s'implémente de la façon suivante. L'idée, c'est de dire, j'ai des données, certes, c'est un mélange horrible et en plus, elles sont complètement mélangées dans mon espace. Ce que je vais essayer, c'est de les séparer. Donc, de trouver une nouvelle représentation, à nouveau, telle que les données soient séparées entre la classe 1 et la classe 2, le fait qu'elles soient séparées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir trouver un plan, c'est-à-dire que la frontière va être devenue toute simple, toute plane, qui va pouvoir séparer les données en deux. Alors pourquoi est-ce que ce genre de choses, a priori, est possible? Prenez un exemple tout simple. Vous voulez reconnaître des images dans lesquelles il y a des camions de pompiers. D'accord? Si vous avez 5 ans, c'est très important. Versus des images où il y a des voitures. Alors, vos images, elles peuvent être extraordinairement compliquées. Ceci étant, il y a une manière très simple de le faire. Vous comptez le nombre de points rouges. Et si vous avez beaucoup de points rouges, il y a toutes les chances pour que ce soit un camion de pompiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce simple critère permet de séparer, bien que les structures soient extraordinairement compliquées. Alors, le problème ne va souvent pas être aussi simple que ça, mais l'idée, elle est là. L'idée, c'est qu'on va essayer de construire des représentations qui inclut des paramètres potentiellement discriminants, et on va essayer de recombiner ces paramètres discriminants,
ce qui revient à trouver la direction la plus discriminante. Autrement dit, ça revient orthogonalement à définir la frontière qui va séparer les deux domaines. Et donc la phase d'apprentissage, dans ce cadre-là, va tout simplement consister à trouver ce vecteur qui définit la direction la plus discriminante. Ensuite, comment est-ce qu'on fait la classification? La classification, elle va se faire maintenant en estimant la réponse. Comment? Eh bien, je pars des données X, je les transforme en calculant tous ces coefficients potentiellement discriminants, et maintenant, j'ai simplement besoin de savoir est-ce que je suis à gauche ou à droite du plan. Pour 100, j'ai simplement besoin de recombiner ces variables discriminantes avec des coefficients qui correspondent à la direction de mon vecteur. Si je suis plus grand que la constante b, ça veut dire que je suis à gauche du plan. Si je suis plus petit, je suis à droite. Et donc, je corresponds à une classe ou à une autre classe et j'ai résolu le problème. OK, ça va marcher pour les exemples. À quelles conditions est-ce que ça va se généraliser? On sent bien que ça va se généraliser si on a recombiné un nombre de variables qui n'est pas trop grand par rapport au nombre d'exemples qu'on a utilisés pour calculer ce vecteur discriminant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été chercher des variables de façon parcimonieuse. Et là, on retrouve un principe qui est bien connu partout en sciences, qui est le principe du rasoir d'Occam, consiste à dire une bonne théorie, c'est une théorie qui va être basée sur un nombre minimum de facteurs explicatifs. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant bien compris d'un point de vue statistique dans un cadre comme celui-là. Donc là encore, on a l'impression que le problème est bien résolu, sauf que, il a fallu trouver ce fameux changement de variable, cette fameuse transformation qui a permis de discriminer les choses. Dans le cas du camion de pompiers, ce n'est pas très compliqué, mais dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là que vous avez le travail de tout cet algorithmique d'apprentissage. Donc il y a deux types d'approches. Soit vous avez suffisamment d'informations a priori et vous pouvez construire un espèce de dictionnaire de structures parmi lesquelles vous allez aller chercher les plus discriminantes. Soit vous avez un problème qui est vraiment très compliqué et à ce moment-là, vous ne savez pas du tout comment construire les éléments discriminants. Vous avez besoin de les apprendre. Et c'est là que les réseaux de neurones ont obtenu des résultats tout à fait spectaculaires. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment ce que ces réseaux de neurones rentrent là-dedans. Donc les réseaux de neurones, l'idée, elle est très ancienne, elle date des années 50. Un neurone informatique, c'est une espèce de modélisation brutale et simpliste d'un neurone biologique. En fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais l'idée, c'est que vous avez un certain nombre de variables, comme ceci, qui vont arriver en entrée. Chacune de ces variables va être multipliée par un coefficient, W comme ceci. Vous allez sommer le résultat. Et puis, si le résultat est au-dessous d'un seuil d'activation, eh bien, vous allez sortir 0. Et si le résultat est au-dessus du seuil d'activation, eh bien, vous allez sortir la somme moins ce seuil d'activation. Donc, autrement dit, la sortie va être très souvent nulle, c'est-à-dire vous allez avoir une représentation qui va être parcimonieuse. Et donc, vous avez une petite entité de calcul toute simple qui prend de nombreuses entrées, qui est paramétrée par ces coefficients qu'il va falloir définir et le seuil, et qui donne une sortie. Alors, l'idée d'un réseau de neurones, c'est que on va prendre ces entités élémentaires et les organiser sous forme d'un réseau. Donc un réseau comme ça va vous prendre vos données en entrée, par exemple l'image, qui va maintenant rentrer dans chacun des neurones de la première couche, qui vont sortir des coefficients. Donc ça, c'est les coefficients de la première couche de votre réseau de neurones. Ensuite, ces coefficients ils vont à nouveau rentrer dans toute une famille de neurones qui vont avoir à nouveau une sortie, c'est la deuxième couche, puis vous faites ça un certain nombre de fois, et enfin, vous avez la dernière couche qui va être tout simplement agrégée linéairement pour obtenir une estimation de la réponse de votre problème. Donc c'est une idée un peu folle de faire ce genre de choses. D'ailleurs, la plupart d'entre nous considéraient ça un peu de haut en se disant « ça ne marchera jamais », et on a eu des très, très grosses surprises. Alors, avant de parler de ces surprises, comment un système fonctionne comme ça? D'abord, il faut fixer les paramètres de ce réseau de neurones. On les fixe comment? Avec la phase d'apprentissage. On met des exemples et il faut que le réseau de neurones vous donne la bonne réponse. Et donc, il faut fixer tous les paramètres de tous les neurones. Et donc là, vous avez des problèmes d'optimisation très complexes, mais qui, empiriquement, sont relativement bien résolus avec des algorithmes. Maintenant, où est l'information a priori dans cette histoire? Vous apprenez la représentation, elle est donc plus là.
elle est dans l'architecture du réseau de neurones, et c'est là que tout le travail se fait. Et c'est notamment là qu'il y a eu ces très jolis travaux de Yann Lequin, qui, comme Gérard le précisait, était venu faire une série de conférences il y a 2 ans. Et l'idée est la suivante. Si vous prenez un exemple qui est l'exemple du traitement d'image, vous avez une image. Ce qu'on va faire, c'est se débrouiller pour que les neurones aient un champ récepteur qui soit petit et il soit identique dans tous les points de l'image avec exactement les mêmes poids. Autrement dit, les paramètres vont être invariants par translation. Pourquoi? Parce que votre objet, il peut être là, vous ne le savez pas à l'avance, donc il n'y a pas de raison de traiter différemment des régions différentes de l'image. Donc qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que ces neurones, tout d'un coup, ils se comportent un peu comme des filtres. Et ils vont produire une famille d'images ici, qui est ma première couche. Et maintenant, on va répéter ça. C'est-à-dire qu'on va à nouveau prendre ces images, les filtrer avec des neurones, de façon complètement invariante par translation, et produire une nouvelle couche. Et puis on va répéter ça jusqu'à obtenir la réponse, la représentation de la dernière couche, qui va être agrégée linéairement. Dans un réseau comme ça, vous avez des centaines de millions de paramètres, parce que déjà votre image fait plusieurs millions de points. Donc il va falloir optimiser ces centaines de millions de paramètres avec beaucoup d'exemples. Et l'énorme surprise, c'est que ça marche. Ça marche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de faire des prédictions vraiment assez exceptionnelles avec ce genre de système et génériques. Génériques en quel sens? Au sens où ce type d'architecture peuvent fonctionner aussi bien pour faire de la classification d'images que de sons, que de faire des diagnostics médicaux, de la traduction d'une langue à l'autre ou faire de la prédiction en physique. Donc l'enjeu, c'est de comprendre d'où sort cette généricité, comment ça se fait que ces réseaux fonctionnent aussi bien. Ce qu'on sait, c'est que la frontière ici a été aplatie, puisqu'il suffit d'une simple discrimination linéaire pour obtenir la réponse. Comment, pourquoi? Alors il y a quelques observations qu'on peut faire. D'abord, quand on regarde cette architecture, ça ressemble un peu, effectivement, à ces algorithmes en cascade d'ondelettes, au sens où vous avez des cascades de filtres, qu'ils agrègent petit à petit l'information, donc vous avez vraiment une décomposition à toutes les échelles, et cet axe de profondeur, vous pouvez le voir comme un axe des échelles. Les premiers filtres ressemblent beaucoup à des ondelettes, mais ce réseau est totalement non linéaire, donc les propriétés vont être très différentes. Il y a une chose en commun, c'est qu'on voit aussi qu'on a une représentation parcimonieuse, mais la chose qui est profondément différente, c'est que quand vous allez sur les couches profondes d'un réseau comme ça, vous commencez à observer des coefficients qui sont de plus en plus invariants. Invariant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous introduisez des fluctuations de vos données qui n'apportent aucune information sur la réponse, eh bien, plus vous allez dans les couches profondes, plus les coefficients sont insensibles à ce type de fluctuation. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un retour sur la mathématique pour essayer de comprendre un peu d'où viennent ces notions d'invariants et quels types de mathématiques sont reliés à ça. Donc le problème est le suivant. Vous partez de données, vous avez une frontière qui est potentiellement très compliquée, et vous avez cherché cette espèce de transformation qui, par miracle, a été capable d'aplatir la frontière pour séparer les deux domaines. Pour comprendre ce problème, on va faire un saut conceptuel dont on a l'habitude en physique. C'est au lieu de considérer les points, les données, on va considérer les transformations qui prend une donnée x et la transforme en une autre donnée x'. D'accord? Donc, chacune des données, chacun des points va être bougé par cette transformation. Et parmi ces transformations, on va en considérer des plus particulières qu'on appelle des symétries. Qu'est-ce que c'est qu'une symétrie? C'est une transformation des données qui va préserver la réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une donnée x est verte, à partir d'une certaine classe, x' va rester vert, orange, ça va rester orange. Autrement dit, la réponse est invariante. Alors cette idée de symétrie, vous la connaissez parfaitement. Si vous prenez par exemple un carré, eh bien un carré est symétrique par rapport à des rotations de 90, 180, 270 degrés. Si vous prenez un cercle, il est invariant par n'importe quelle rotation. Donc il a beaucoup plus de symétrie, et en ce sens, un cercle est beaucoup plus régulier qu'un carré. L'idée qui est absolument fabuleuse, qui a émergé des travaux d'Évariste Galois en 1832, c'est que ces symétries sont un outil fantastique pour analyser
des propriétés complexes. L'idée d'Évariste Galois était d'analyser les équations du 5e degré. Et au lieu d'essayer de calculer ces solutions et d'analyser leurs propriétés individuellement, ce qu'il a regardé, c'est les transformations qui vous prend une solution et qui vous la transforme en une autre solution, autrement dit, qui laisse l'équation invariante, et ça, c'est ce qu'on appelle le groupe de symétrie de Galois. Et cette idée-là, elle se retrouve au cœur de toutes les mathématiques, que ce soit la théorie des nombres, la géométrie algébrique, les probabilités, l'analyse. Les problèmes complexes, on les approche en regardant les symétries, mais elle est surtout au cœur de toute la physique. Les symétries en physique, c'est tout simplement les lois de conservation, à partir duquel on déduit absolument tout, les forces, les interactions. Toute la physique des particules est construite autour de la compréhension de ces symétries. Et donc, ce n'est pas très étonnant qu'en grande dimension, on retrouve ce concept. Pourquoi est-ce qu'il est aussi important? Parce que si vous connaissez les symétries, alors vous pouvez potentiellement linéariser votre problème. En maths, c'est très important, vous avez une équation non linéaire, vous aimeriez la linéariser. Comment est-ce que vous pouvez faire? Vous prenez vos symétries et vous les transformez en un transport qui devient complètement parallèle. Si tout est parallèle, eh bien, ça veut dire que la frontière qui sépare les deux zones va devenir plate. Donc vous avez été capable d'aplatir votre frontière. Et l'enjeu, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut effectivement aplatir la frontière. Donc ça, il y a eu beaucoup de travaux en géométrie là-dessus, et l'idée centrale, c'est de dire, vous prenez votre espace et vous augmentez la dimension de votre espace en créant ce qu'on appelle des fibres et en connectant ces fibres. Alors on peut avoir l'impression qu'en fait tout ça, ça va être des applications de vieilles idées des mathématiques, depuis Galois jusque tous les travaux en géométrie différentielle, et en fait pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que la nature des symétries auxquelles on va avoir affaire est très différente, parce qu'on est en très très grande dimension. Et donc, je vous propose, donc l'enjeu, c'est de comprendre ces symétries. Et là, je vous propose de revenir un peu sur Terre. Prenez l'exemple des images. Si vous prenez un objet, vous translatez l'objet, même classe. Autrement dit, si vous, par exemple, vous voulez reconnaître un chiffre, vous le translatez, c'est le même chiffre. La reconnaissance, elle est typiquement invariante par translation. Les translations, qui sont des transformations, définissent des symétries. Mais ces symétries sont très simples. Une translation, c'est défini simplement par le point d'arrivée, donc par deux paramètres. Il y a des symétries beaucoup plus intéressantes ici. Si vous prenez votre 3 et vous commencez à le déformer, si la déformation est petite, ça reste un 3, le 5 reste un 5. Mais là, quand vous déformez, tous les points peuvent bouger un peu comme ils veulent, et vous avez des transformations beaucoup, beaucoup plus riches, qui sont les groupes de symétrie de déformation. Et là, vous pouvez comme ça vous balader à travers toute la peinture italienne, peinture européenne, sur le groupe des difféomorphismes, sur le groupe des symétries. Donc vous voyez qu'elles sont extraordinairement puissantes. Parmi ces symétries, vous avez les petites déformations qui vont vous préserver la nature du tableau, et puis les grandes déformations, évidemment, vous allez complètement changer. Donc la question, c'est comment on peut aplatir des groupes de symétrie aussi énormes. Et le résultat qui émerge de ces réseaux de neurones, c'est que leur architecture est capable d'aplatir des groupes de symétrie aussi gros que les difféomorphismes, les déformations. Pourquoi? Alors déjà, dans l'architecture, on impose que les poids soient invariants par translation, donc on va pouvoir, comme ça, traiter les translations. Mais ce qui est très important, c'est que cette architecture, elle est multi-échelle, elle sépare les échelles, et c'est ça qui va permettre d'aplatir ces symétries. Et ces réseaux, eh bien, ils créent des fibres un peu de la même façon. Et à travers cette création de fibres, on va avoir cet aplatissement. Alors, est-ce qu'on comprend l'histoire? Non, on ne comprend pas l'histoire parce que le gros enjeu, c'est de comprendre qu'est-ce qui va être appris quand on apprend ces poids. Alors, quand vous attaquez un problème comme ça d'un point de vue mathématique, eh bien, ce que vous essayez, c'est de le simplifier. Et comment le simplifier? Pourquoi pas fixer les poids a priori? Et si vous devez les fixer a priori, autant prendre les poids que vous connaissez, et moi ce que je connais c'est les ondelettes, donc on va prendre des ondelettes et ça fait du sens parce que ça permet de séparer les différentes échelles. Donc là vous allez obtenir un système qui va être une cascade de transformés en ondelettes avec des non-linéarités au milieu, et le simple apprentissage va se faire à la fin, ici. Question, est-ce que c'est suffisant pour faire de la classification? La réponse elle est oui, si vous connaissez les symétries. Et je vais vous prendre un exemple, pas de chat et de chien, mais de chimie quantique.
Le problème en chimie quantique, c'est que vous partez ici d'une molécule organique tridimensionnelle. Ce que vous connaissez, c'est la position des atomes et les charges de chacun de ces atomes, et vous aimeriez calculer l'énergie quantique de la molécule au repos. D'accord ? Et les symétries, vous ne connaissez rien à la mécanique quantique ni aux équations de Schrödinger, mais vous avez du bon sens. Et le bon sens, il vous dit que si vous avez une molécule et vous la tournez, son énergie, elle va rester identique. Si vous la translatez, elle reste identique. Si vous la déformez légèrement, l'énergie, elle va bouger légèrement. Donc ça, c'est suffisant pour dire ce qu'il vous faut, ça va être des filtres qui vont séparer les échelles, donc quelque chose comme une transformée en ondelette, mais en 3 dimensions. Si vous regardez les couches que vous avez à l'intérieur de votre réseau, eh bien, ça commence à ressembler à des orbitales de physique quantique. Ça va être votre représentation. Et la dernière phase, ça va être tout bêtement d'agréger linéairement ces coefficients pour prédire l'énergie. Et le résultat, c'est que si vous apprenez sur des milliers de molécules organiques, vous obtenez des erreurs qui sont de l'ordre des erreurs obtenues avec des calculs numériques sur les équations de Schrödinger, à condition que la molécule que vous considériez soit pas complètement différente de nature des molécules que vous avez utilisées pour faire votre apprentissage. Alors, est-ce que ça marche toujours? Non. Si vous n'avez pas suffisamment d'a priori sur le problème, eh bien, il va falloir apprendre les symétries. Et là, c'est typique des phénomènes macroscopiques. En fait, en physique des particules, les choses sont bien comprises parce que les symétries ne sont pas très compliquées. Mais dès que vous commencez à aller vers une échelle macroscopique, le problème devient beaucoup plus compliqué et on comprend très mal ces symétries. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Si vous apprenez avec un réseau de neurones, et là il vous faut énormément d'exemples, eh bien on arrive à des résultats spectaculaires comme sur ImageNet, qui est une base de données avec des millions d'images. Vous avez des milliers de classes et l'erreur, elle va être de l'ordre de 5%, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'erreur, voire inférieure à une erreur qu'un humain va faire là-dessus. Alors la question là-dessus, c'est finalement quel type d'invariant a été appris par ces réseaux de neurones. Et ça, on ne comprend pas du tout actuellement la nature de ces groupes, la nature des invariants qui ont été appris. Donc, jolie question pour les maths. Je voudrais une seconde passer sur un autre type de problème, qui sont les problèmes de modélisation. Dans les problèmes de modélisation, l'enjeu, c'est de décrire la variabilité des données en grande dimension. Et il y a un superbe problème en physique qui est ouvert depuis longtemps, c'est de comprendre la nature de la turbulence. Donc là, vous avez un fluide bidimensionnel turbulent, vous avez différents exemples, et ici, ce que vous observez, eh bien, c'est la turbulence de gaz dans une galaxie. Donc la largeur de cette image, c'est quelques centaines d'années-lumière, et donc vous avez un gaz d'hydrogène et d'hélium qui va éventuellement s'agréger pour faire des étoiles. Et l'enjeu de comprendre ça, eh bien, c'est fondamental pour tout, pour faire voler des avions efficacement, des voitures, comprendre la physique, etc. Alors, quel est le modèle de base qui a été développé? Le modèle de base qui a été développé, c'est par un mathématicien, Kolmogorov, russe, qui a proposé un modèle qui consiste à dire on va considérer en fait que les données vivent dans un espace linéaire quasiment plat. Et si les données vivent dans un espace quasiment linéaire, c'est ce qu'on appelle un modèle gaussien. Et voilà le type de modèle qu'on obtient. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à récupérer malgré tout la granularité, mais on a totalement perdu toute la géométrie. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur ce genre de problème? Eh bien, on sait que ce problème a une symétrie par rotation. Les propriétés de la turbulence restent les mêmes quand vous tournez, quand vous translatez, et puis la turbulence se déforme graduellement, c'est-à-dire à des formes d'invariance par déformation. Donc, eh bien, on peut utiliser ça pour aplatir les données avec un réseau de neurones. Et en l'occurrence, comme on connaît les symétries, on peut utiliser un réseau d'ondelettes. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait en collaboration. Et voilà ce que vous obtenez si maintenant vous aplatissez le phénomène et vous utilisez un modèle plat dans ce domaine, c'est-à-dire d'entropie maximum, le plus simple possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez capturé les interactions à travers les échelles et on commence à avoir des modèles beaucoup plus précis de phénomènes complexes comme ça. Alors ça, c'était juste pour vous dire, il ne s'agit pas juste de comprendre comment on reconnaît des chiens et des chats, mais cet enjeu de la grande dimension, elle touche à peu près tous les domaines scientifiques. Alors, il y a des gens qui ont fait des choses encore plus étonnantes. Ian Goodfellow et ses collaborateurs posaient la question, est-ce qu'on peut synthétiser n'importe quel type d'image, y compris des images très structurées comme un visage? Et comment ils ont fait ça? Ils sont partis de bruits aléatoires,
donc qui va rentrer dans un réseau. Mais maintenant, on va tout apprendre. D'accord ? Donc, on va apprendre tous ces filtres. Et vous pouvez voir ces filtres maintenant comme une forme de mémoire qui va être capable de restaurer cette image. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que vous allez donc entraîner votre réseau sur beaucoup d'images. Et maintenant, si vous changez graduellement l'entrée, regardez ce qui se passe sur la sortie. La sortie change graduellement par déformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas simplement mémorisé, mais ça veut dire que vous avez aussi organisé votre mémoire d'une façon complètement cohérente par rapport à la géométrie et à la similarité des images. Et donc les questions qui se posent à partir de là, c'est quel type d'organisation de la mémoire a été faite, quelles sont les capacités mémoire de ce genre de choses, beaucoup de questions. Alors le cours que je vais faire au Collège de France, et en particulier cette année, va être centré cette année sur cette notion de malédiction de la dimensionnalité. Je pense que c'est un des concepts les plus importants de comprendre qu'en grande dimension, rien ne se passe comme on l'imagine en basse dimension. Et l'enjeu, c'est donc de comprendre la notion de régularité. Et cette notion, évidemment, elle est au cœur des maths. Et donc, on va commencer par les bases. Et les bases, c'est d'abord la transformée de Fourier pour comprendre la régularité en basse dimension et voir les questions qui sont ouvertes dès qu'on bouge vers la grande dimension. Donc le cours va être constamment en aller-retour entre, d'un côté, les maths, les algorithmes et les applications. Et il y a une chose que je pense, c'est que dans ce domaine, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe si vous n'avez pas vous-même fait des expériences sur des données. Et pour faire ça, pour ceux qui sont intéressés, eh bien, il y a toute une équipe d'étudiants et de postdocs que je remercie ici, qui, à l'école normale, ont mis en place un site web. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est organiser un site sur lequel vous pouvez récupérer des données avec des exemples. Vous pouvez développer un algorithme qui va soumettre des réponses et le site web vous donnera la précision de votre réponse en faisant une compétition. Vous verrez si vous êtes meilleur ou pas que d'autres algorithmes. Quels genres de problèmes sont proposés? Eh bien, par exemple, des problèmes qui consistent à essayer de prédire la consommation d'énergie de bâtiments ou de champs d'éoliennes ou de champs d'industrie, que ce soit nucléaire ou gaz, dans leur capacité de production. Ce sera aussi d'être capable de faire du diagnostic médical à partir d'un travail qui est fait entre l'INSERM et une start-up, ou d'être capable de répondre à des questions qui sont posées sous forme de langage naturel sur des médicaments, ou par exemple prédire les scores de football de la NBA, ou pardon, de basketball, ou si vous préférez faire de la prédiction financière, voir quoi d'autre, reconnaître des célébrités, si ça vous intéresse, dans des vidéos. Donc, l'idée, c'est aussi de montrer que sur des applications complètement diverses, des données complètement diverses, vous allez voir émerger les mêmes types de principes, les mêmes types de maths, les mêmes types d'algorithmes. Alors, j'ai parlé beaucoup de questions, je voudrais juste dire un mot sur les questions sociétales que ça pose, parce que c'est vraiment quelque chose qui, en ce moment, est constamment dans l'actualité et, je pense, de façon tout à fait légitime. Donc, d'un côté, on voit qu'il y a des apports qui sont assez remarquables pour la médecine personnalisée, pour le transport. On voit actuellement l'émergence notamment des voitures autonomes, pour l'économie d'énergie, pour les services, que ce soit la traduction de l'aide à malvoyants, etc. Et en même temps, il ne faut pas faire d'angélisme. Il est évident que pour n'importe quelle technologie aussi puissante que ça, il peut y avoir des dérives, et les dérives, on les voit bien arriver. En particulier l'impact sur la vie privée, il y a des questions sur l'organisation du travail, voire même potentiellement des dérives sur la démocratie, si jamais ce genre de choses n'est pas contrôlé. Alors, je ne vais pas développer ça, parce que d'abord, je pense que ce n'est pas une question à traiter particulièrement par des scientifiques, mais plutôt au niveau de la société. Il y a cependant un certain nombre de principes essentiels que tout le monde va partager. Les principes d'inclusion, il faut que ce genre de choses soient ouverts à tous, et notamment qu'il y ait une éducation pour comprendre ce qui se passe. Il y a des principes de transparence. Actuellement, ce type d'algorithmes sont développés dans des sociétés privées, et donc on a besoin de savoir comment les données sont utilisées, notamment les données privées, pour quel type de but, et évidemment des problèmes éthiques.
Il y a une question sur laquelle je voudrais insister, c'est que pour comprendre même la nature de ces problèmes, il faut comprendre un petit peu quand même la science qui est derrière. Et je vais vous donner simplement un exemple. Supposez, ce qui est le cas, que vous ayez des algorithmes qui vous donnent des indicateurs que vous pouvez utiliser, par exemple, pour embaucher quelqu'un ou pour, par exemple, permettre à quelqu'un de sortir de prison ou pas. Il est évident que dans ce genre de situation, il faut qu'il y ait un droit de recours. Un droit de recours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que vous puissiez expliquer la nature de l'indicateur. Et là, vous vous retrouvez immédiatement confronté à la malédiction de la dimensionnalité. Si votre problème, c'était de reconnaître un camion de pompiers, oui, vous pouvez dire, tout ce que j'ai fait, c'est compter le nombre de points rouges. Le problème, c'est que quand vous voulez avoir des indicateurs forts, eh bien, ils sont le résultat d'agrégation de milliers d'indicateurs faibles, et donc la nature même de la notion d'explication n'est pas claire. Si vous pensez à la notion de prédiction d'un typhon, par exemple, sur l'Australie dans une semaine, il n'y aura pas 2-3 raisons, ça va être le résultat d'agrégation de milliards de variables. Si vous pensez vous-même à la raison pour laquelle vous appréciez ou pas une œuvre d'art, vous aurez beaucoup de mal à dire il y a une raison. Donc cette notion même d'explication est très complexe, et ce qu'on voit, c'est que toutes ces questions-là, eh bien oui, il faut qu'elles soient comprises hors des cercles scientifiques, de façon à ce qu'elles puissent être traitées et que ces technologies soient effectivement contrôlées de façon efficace, disons, pour le bien. Alors, je voudrais terminer avec une note un peu plus personnelle en témoignant aussi de l'héritage dont je suis porteur. Je voudrais d'abord rendre hommage à ma directrice de thèse, Růžena Bajić, qui est une femme véritablement exceptionnelle. Růžena a survécu le nazisme en Slovénie, elle est partie à l'arrivée de la répression soviétique à Prague en 1968 et s'est fait une troisième vie aux États-Unis et était l'une des premières professeures en informatique. Et pour elle, la recherche, ce n'était pas un travail, c'était une vocation, c'était quelque chose qui a donné du sens, qui l'a maintenue hors du chaos, et qu'elle poursuit à 84 ans à Berkeley en développant des systèmes de téléimmersion pour la médecine à distance. Cette passion, elle nous l'a transmise à nous tous, ses étudiants, et je lui en suis infiniment redevable. Et il y a une deuxième rencontre déterminante pour moi qui fut celle d'Yves Meyer. Alors Yves Meyer a marqué toute une génération de jeunes mathématiciens français par sa vision, par son nomadisme libre à travers les différentes branches des maths, mais aussi des applications. Et ce sont véritablement ces deux talents et personnalités extraordinaires qui m'ont inoculé le virus de la recherche, ainsi qu'à la plupart de leurs étudiants, et je leur suis affectueusement et très profondément reconnaissant. Alors ma recherche, je l'ai faite essentiellement en collaboration avec mes propres étudiants, que je voudrais ici remercier parce que j'ai beaucoup appris et reçu d'eux, surtout dans ces moments où absolument rien ne marche, et c'est la plupart du temps le cas d'ailleurs. Et en particulier, je voudrais mentionner Christophe Bernard, Jérôme Khalifa et Erwan Le Pennec, avec qui on a poussé l'aventure un peu plus loin en créant une start-up de traitement d'images à partir de résultats mathématiques, avec toute cette naïveté de ceux qui n'y connaissent absolument rien et qui fait qu'ils osent le faire. Et c'est aussi avec cette prise de distance passionnante avec le monde académique que j'ai pu prendre pleinement conscience simplement de la beauté de ce métier d'enseignement et de recherche. Et en même temps, je voudrais simplement dire que le travail d'un entrepreneur, ce n'est pas si différent de ça, du travail d'un chercheur. C'est quelqu'un qui, avec quelques collègues, va se balader dans la jungle, va douter, va tourner avec une vision, en essayant malgré tout de convaincre le reste du monde, un peu comme j'ai essayé de le faire aujourd'hui. Et je pense que c'est très important d'encourager ces allers-retours entre ces mondes parce que ça apporte beaucoup d'air frais. Et la fin de la fin, ce sera un grand remerciement pour ma fille Milena, ma compagne Lydie et toute ma famille qui sont toujours présents avec une chaleur pleine de vie. Et je voudrais dédier cette conférence à la mémoire de mon père. Je vous remercie.